Retour sur ce plateau de l'autre journal, nous sommes avec nos invités que vous connaissez déjà. Nous allons maintenant nous transporter dans la société Togocom, cette société-là qui fait la misère aux Togolais. Et Ambroise, voilà, bon, aujourd'hui on se demande à quoi, qu'est-ce qui nous servent, ou bien que nous servent les malgaches à Togocom. Oh, les Malgaches sont venus juste perpétuer quelque chose qui était déjà une tradition. Parce que les télécommunications au Togo, à vrai dire, ça n'a jamais été, comment dire ça n'a jamais été rose au Togo. C'est pas avec les Malgaches que la communication est devenue en quelque sorte la croix et la bannière pour les Togolais. Et puis moi, je me surprends même de voir certaines personnes d'un certain milieu dénoncer aujourd'hui l'attitude des Malgaches en disant ouais, les Malgaches ils ont mis à genoux le Togo Télécom, que les services ou les prestations de Togocom ne sont pas bien, tout ça, alors que pendant longtemps nous nous sommes époumonés à dénoncer cela en disant que la télécommunication au Togo, d'abord elle est trop chère, la communication internet c'est n'importe quoi. Les mêmes trouvaient, pendant que nous autres dénoncions cela, que nous étions des oiseaux de mauvais augure. Aujourd'hui, bon, ils dénoncent, et comme l'a dit Bossuet, que j'aime bien citer, Dieu se rit des hommes qui dénoncent les effets dont ils chérissent les causes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ce ne sont que les effets des causes qu'on a dénoncées hier. Aujourd'hui, mais de quoi se plaignent-ils? De quoi se plaignent-ils? Alors, vous avez... Parce qu'en réalité, c'est une guerre de clans. Il y a une équipe qui était là, qui gérait la société. Aujourd'hui, la société, là, ce clan-là n'est plus là-bas. Donc, c'est passé entre les mains des Malgaches. Et bon, il y a un autre clan qui mange. Donc, les anciens pensent que, voilà, en principe, c'est eux qui devraient toujours rester là-bas pour manger. Donc, ils ont mis leur chien de garde devant pour insulter, pour critiquer, pour dénoncer. Alors qu'on a toujours dénoncé la même situation. Qu'à cela ne tienne, ce qui se passe à Togo comme aujourd'hui pose un sérieux problème. C'est celui de la privatisation à tout va au Togo. La privatisation, c'est vrai, dans un pays, quand ça ne va pas, en réalité, l'État ne peut pas tout faire. Quand ça ne va pas, on peut privatiser les banques, on peut privatiser certaines sociétés. Mais après la privatisation, qu'est-ce qui se fait? C'est ça la vraie question. Et aujourd'hui, il est regrettable de constater que, oui, c'est vrai que la télécommunication n'a jamais été vraiment rose au Togo, mais que depuis l'arrivée des Malgaches, la situation a empiré, la situation s'est aggravée au Togo. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez, je donne un exemple banal, vous achetez un crédit de communication ou Internet à 1500 francs, quelques heures après, on vous dit comment vous appelez ça, vos mégas sont épuisés, ou si vous commettez l'erreur de l'acheter pour un mois, 15 000 francs, c'est-à-dire que vous avez la connexion Internet. Vous savez combien de gigas? Moi, je ne sais plus. 60 gigas. 60 gigas. Moi, je ne fais plus ça parce que j'étais tellement déçu que je ne le fais plus. Alors, vous ne savez pas ce que vous faites dans le mois. Et puis, 22 jours ou 18 jours après, on vous dit, c'est parti. Ou parfois même, vous êtes arrivé peut-être au dernier jour de votre abonnement. On n'attend pas jusqu'à la fin de la journée, la fin de l'abonnement pour pomper le reste qu'il y a. Vous avez parfois même 12 gigas. 13 gigas, 15 gigas, on l'enlève. Aujourd'hui, il y a le service T-Money. Avec cette grosse arnaque qu'on nous sert en disant, oui, il y a promotion, désormais les frais de transfert d'argent sont réduits significativement. En réalité, c'est de l'arnaque. Moi, j'ai lu sur une plateforme WhatsApp la fois dernière, quelqu'un qui a fait, disons, une petite comparaison que j'ai beaucoup aimé. Il dit, lorsque vous faisiez des affaires avec 2 millions, votre partenaire, si vous envoyez 2 millions, les frais d'envoi, c'était 11 000 francs. Aux frais, donc, de l'expéditeur des 2 millions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous payez, quand vous envoyez l'argent, 2 millions par exemple, vous payez 4 000. Mais celui qui reçoit l'argent, c'est-à-dire le bénéficiaire, il doit payer 12 000. Au total, vous payez 16 000 pour une opération, une transaction qui porte sur 2 millions contre 11 000 il y a quelque temps. Donc, finalement, c'est quelle promotion on est en train de nous servir? Et pour une expérience personnelle que j'ai faite, c'est hier seulement. Je suis allé dans un kiosque T-Money pour envoyer de l'argent à un proche. On me dit, on ne fait pas. Quand j'ai demandé, mais pourquoi vous ne faites pas? On me dit, non, mais pourquoi? Parce que nous, on ne gagne plus rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les kiosques de transfert d'argent T-Money
ont presque fermé. Vous allez les voir ouverts, mais en réalité, ils ne font plus. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne gagnent plus rien. Et quand vous allez, on vous dit, soit si vous voulez faire une opération de 10 000 francs, on vous dit, soit vous-même, vous nous payez 200 francs. C'est-à-dire que vous payez 200 francs, en plus de l'argent que vous voulez envoyer à quelqu'un. J'ai dit non. J'ai dû inventer une histoire en disant, en réalité, moi, je ne suis pas venu envoyer l'argent à quelqu'un. Je veux juste déposer l'argent sur mon compte pour acheter du courant électrique. On me dit non, peu importe, dès lors que c'est eux qui vont faire l'opération, vous devez ajouter 200 francs sur les 10 000 francs. Si vous voulez 20 000 francs, vous devez ajouter 400 francs ou 300 francs sur les 20 000 francs. Donc finalement, qu'est-ce qu'on est en train de nous faire? Donc, Togocom, bon, avant, les Malgaches, c'était Togocel et Togocom et Togo Télécom. Donc, c'est la fusion qui a donné Togocom aujourd'hui. Donc, ça n'avait jamais été en réalité rose, comme je le disais tantôt. Mais avec les Malgaches, c'est encore la poisse, c'est le désordre total, c'est la bouillabaisse. Et encore une fois, c'est caractéristique de la mauvaise gouvernance au sommet de l'État qui privatise tout à n'importe quel prix, qui est en train de brader des pans entiers de l'économie nationale à des étrangers par des mécanismes, mais vraiment opaques. Parce que les appels d'offres internationaux, on n'en a pas connu. On n'en a pas connu. Donc, aujourd'hui, bon, les Malgaches, ils sont là en train de faire leurs affaires. Et Dieu seul sait si derrière les Malgaches, il n'y a même pas des nationaux qui sont créés une société écran pour se sucrer sur le dos des Togolais. Justement, cette question-là, je voulais la poser à Luc. Hein. Est-ce que Togocom aujourd'hui, c'est Malgache ou c'est Togolais? Bon, je ne saurais le dire. Parce que de toutes les façons, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais on a des raisons de soupçonner. Qu'à cela ne tienne, je voulais revenir quand même sur ce principe des privatisations. J'avais déjà dit au départ ici que nous sommes dans le contexte d'un bien commun et que notre aspiration, du moins la mission du dirigeant, c'est de faire en sorte à fructifier le bien commun afin qu'il puisse réjaillir sur l'ensemble du peuple dont le labeur permet justement de créer la richesse. On est d'accord là-dessus. Ça veut dire que Togocom est un bien commun, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une société d'État, ça veut dire qu'elle a été créée avec l'argent du contribuable togolais. Que nous sommes. Voilà. Logiquement, sa privatisation devait passer par une démarche donnée. Notamment recevoir ne serait-ce que l'assentiment de l'Assemblée nationale. Et puis donc, qu'il y ait une certaine transparence qui montre que, bon, mais on est conscient de ce que ce bien-là qu'on est en train de brader n'appartient pas à celui qui décide, qui a la signature, mais il appartient justement à ceux qui l'ont missionné pour gérer leur bien. Ça n'a pas été le cas. C'est ce qui peut fonder les soupçons qu'on a aujourd'hui que, en réalité, les Malgaches sont juste là, un paravent. Et qu'il y a un système de siphonnage des ressources de l'État qui est mis en place avec des sociétés écrans en complicité justement avec des étrangers et qui viennent justement dilapider nos biens. Le drame, c'est encore que les performances de l'entreprise aujourd'hui sont en deçà de ce qu'on avait vécu auparavant. Or, l'objectif d'une privatisation, c'est en réalité d'impulser une nouvelle dynamique et de faire en sorte que les opérateurs nouveaux acquéreurs de l'entreprise puissent investir davantage parce que le prétexte qu'on trouve, c'est qu'on n'a pas suffisamment de ressources pour investir. Aucune entreprise ne peut émerger véritablement sans investissement conséquent. Et j'étais à la cérémonie de passation de service avec le nouveau directeur général de Togocom et l'ancien, où j'ai entendu des discours mirobolants. Le nouveau directeur a dit qu'il ferait du Togo une référence en matière de télécommunications, qu'ils allaient faire un investissement conséquent pour mettre la fibre optique et faire en sorte que véritablement le Togo puisse être un pays moderne sur le plan des télécoms, etc. J'imagine que ce soit ces genres de discours aussi séduisants qui ont été servis aux décideurs et qui ont été emballés par donc, ce bluff-là, et nous sommes là où nous sommes. Qu'à cela ne tienne, à partir de l'instant où il est établi qu'au bout de 2 ans, l'entreprise qui a acquis donc le Togocom n'est pas en mesure d'impulser une nouvelle dynamique. Et que, en voyant le caractère stratégique des télécommunications dans un pays qui touche même à la souveraineté du pays, il va falloir prendre une décision draconienne, de sorte à récupérer
il n'est pas tard pour bien faire. Si on s'est rendu compte qu'on s'est réellement trompé, et visiblement on s'est trompé, si vraiment c'est une opération de passation, de privatisation qui a été faite en bonne et due forme, et que bon, nous les Togolais, nous ne tirons pas les dividendes en arrière-plan, je crois que le bon sens nous impose de récupérer notre bien. Tout simplement, et de revoir de quelle manière nous allons remonter la pente et faire en sorte que ce fleuron de l'économie puisse reprendre ses droits de cité. Parce qu'en réalité, moi je suis fondamentalement contre le principe des privatisations. Et puis je vais vous expliquer pourquoi. À supposer que c'est la mauvaise gestion qui empêche l'entreprise d'émerger. Cela veut dire que soit le leadership manque, soit ce sont des ressources qui n'ont pas été suffisamment mises en place, et soit alors on n'a pas inclus dans la gestion la promotion des compétences. Donc ça veut dire qu'on a les solutions. Parce que je ne suis pas en train d'imaginer que le Togo soit en pénurie des compétences requises pour manager des entreprises dans notre pays au point de pouvoir donner des résultats qu'on puisse espérer. Et qu'on soit obligé justement de procéder par un mécanisme de privatisation systématique où on a le sentiment que nos autorités prennent du plaisir à vendre l'âme économique du pays. Parce qu'en tout état de cause, toutes les entreprises d'État sont systématiquement privatisées aujourd'hui, y compris les banques. Alors qu'il y a une politique gouvernementale qui voudrait qu'on puisse accompagner les nouveaux entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, etc., etc. Si vous n'avez pas un bras financier conséquent qui va se mouler dans cette dynamique, comment vous pensez qu'en prenant des décisions de haut, elles pourront être matérialisées dans les faits, alors que les jeunes entreprises, là, avant qu'elles ne puissent émerger, elles ont besoin de financement. Elles vont aller chercher les financements où? Dès lors qu'elles ne disposent pas de garantie, des conditions préalables. Elles n'ont pas de titre foncier à déposer, etc. Je n'arrive pas à comprendre cette politique de privatisation qui ne fait que sombrer notre économie et qui nous pousse, je l'ai dit au départ, à aller chercher des ressources financières, soit à travers des aides budgétaires ou bien à travers les emprunts obligataires à des taux très élevés. Donc ça veut dire qu'après notre atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPT dans les années 2009-2010, nous avons déjà atteint un autre niveau, un seuil critique de prêt. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on gère ça? C'est ça le vrai problème. Et donc je crois qu'il faut vraiment qu'on commence à comprendre qu'on a le devoir de créer par nous-mêmes la richesse. Mais au même moment qu'on privatise et donc qu'on donne les fleurons de l'économie nationale à des étrangers, on spolie systématiquement les opérateurs économiques avec des redressements fiscaux ou même avec des situations qui les poussent à fermer. Mais comment on va créer les richesses? Toutes les économies du monde ont évolué avec les entreprises privées, avec l'économie privée dynamique. Vous allez au Nigeria, et j'ai suivi une fois Dangote qui dit non, mais l'avantage du Nigeria, c'est que l'économie du pays est gérée entre les mains des nationaux. Ici, nous, non seulement nous vendons l'économie, l'âme économique du pays aux étrangers, mais ceux qui ont tendance à émerger dans le secteur privé, on les bâillonne systématiquement. Je prendrai par exemple le cas de Seco, qui absorbait plus de 5000 agents, mais dont on a programmé l'extinction systématique. Bon, ok, les 5000 agents qu'il employait sont où? Ils sont dans l'air. Ils se cherchent et ça fait partie des enfants d'un parent qui est. Et le parent, c'est le président de la République. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous vous mettez dans le contexte d'une famille, vous comprenez tous les drames que nous vivons lorsque on empêche des géants nationaux d'émettre pour absorber les ressources disponibles, mais qui n'ont pas trouvé d'espace d'expression de leur potentiel, de leur talent, etc., etc. Je pense qu'il faut revoir vraiment notre politique économique. Il ne faudrait pas qu'on ne fasse confiance qu'à des étrangers et en même temps qu'on soit obligé donc, de recourir à des financements extérieurs à chaque fois, alors que la richesse doit pouvoir se créer de l'intérieur. C'est cela qui va définir, un, notre souveraineté et deux, notre indépendance économique.
Ok, merci beaucoup, Luc. Luc, vous avez donné l'exemple de Seco. Moi, je donne l'exemple de la société Sud Média. Voilà, il avait cité les médias qui avaient été fermés. Voilà, des centaines d'employés qui sont aujourd'hui. Après l'engagement de 2016, oui, voilà. en 2017, on a fermé. Justement. Oui, Ambroise, revenons dans Togocom. Voilà, et cette société-là, depuis qu'elle est prise par les Malgaches, on voit que des secteurs, des pans qui sont donnés à des gens. Timoni, qui est contrôlé aujourd'hui par une société privée. Les consommables, l'informatique dans la boîte sont confiés à des Malgaches qui ont créé des sociétés, je ne sais pas. Mais comment est-ce que cette société a pu fonctionner, pu donner ce que ceux qui l'ont privatisé aujourd'hui? Non, je crois qu'au risque, ce que Luc a dit, je ne pense pas pouvoir dire quelque chose de plus intelligent que ce qu'il a déjà dit, parce que le décor est planté. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, en réalité, c'est un problème de gouvernance au sommet de l'État. Puisque si vous avez une vision, la vision, elle vient en haut. Lucas a dit tout à l'heure que c'est le leader, le dirigeant, le premier responsable qui voit venir le problème. Et le peuple n'en ressent les effets qu'après. Donc, si vous n'impulsez pas une bonne dynamique, une vision, d'accord, à la nation, au pays, comment voulez-vous que ceux qui vous suivent puissent faire autre chose que ce que vous faites? À vrai dire, que se passe-t-il? On avait dit tantôt, je crois dans le premier sujet, que la finalité de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, a priori et vraisemblablement, c'est le pouvoir. Ils veulent juste garder le pouvoir. Bon, on est venu au pouvoir, on veut garder le pouvoir, on jouit des avantages du pouvoir. Ce qui est certain, on va partir un jour, mais ce jour-là, on ne sait pas encore. Donc tout ce qu'on fait derrière, parce que si on était talonné par l'impératif ou la possibilité de quitter le pouvoir au moyen des élections, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, on ferait les choses autrement. Mais dès lors qu'on se dit, bon, on a un boulevard devant soi, on peut être là quand on veut et pendant le temps qu'on voudra, et qu'en face, il n'y a que du maïs, comme eux-mêmes ils ont l'habitude de le dire, comment voulez-vous qu'ils mettent en place des politiques de développement ambitieuses? Comment voulez-vous, par exemple, qu'on ne puisse pas privatiser des sociétés comme Togocom, par exemple, qu'on confie à des Malgaches? Encore une fois, moi, cette histoire de Malgaches, je n'y crois même pas. Je n'y crois pas. Et ça n'engage que moi. Moi, je n'y crois pas. Je ne sais pas qui en réalité pilote ou qui est derrière cette privatisation, mais je sais que dans la pratique, oui, ça se fait, où les nationaux créent des sociétés écrans et devant y mettre les étrangers, parce que lui qui a donné des exemples, moi je citerai par exemple le cas de Benjamin Meba, de CIBI NTA, qui était quand même un géant, CIBI NTA, qui est un géant de l'économie nationale, du fleuron économique togolais. Mais vous avez vu tout ce qui s'est passé. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails avec les histoires de la Chambre de commerce et d'industrie, avec, disons, ce qu'on peut appeler en football un comité de normalisation qui a été mis en place avec toutes les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui. Donc, bref, c'est pour dire simplement que quand on n'a pas une vision à long terme, quand on est omnibulé que par le pouvoir politique, c'est tout à fait normal qu'on puisse faire ces choses-là. Donc, aujourd'hui, encore une fois, je ne suis pas, à vrai dire, surpris du résultat que les Malgaches sont en train de produire. Ils ne peuvent pas faire mieux. Parce que, souvenez-vous, les conditions dans lesquelles l'ancienne équipe, appelons un chat, ne disons pas, pour reprendre l'expression d'un confrère, n'appelons pas un chat cet animal poilu. C'est un chat qui miaule. C'est un chat. Donc, vous vous rappelez l'histoire de M. Afo Dedi Acha, l'ancien directeur de Togocel? Vous vous rappelez les conditions dans lesquelles il a été débarqué de la tête de Togocel? Qui nous souviennent qu'il participait à une réunion sur les télécommunications à Niamey au Niger, lorsque des gens sont allés dans son lieu de service pour aller même défoncer la porte, je le dis, pour aller défoncer la porte. Bon, défoncer, c'est un peu trop dire, mais c'est dire qu'il n'était pas là lorsqu'ils sont venus, s'introduire dans son bureau. S'introduire dans son bureau pour faire tout ce qu'on a fait et tout ça. Alors, cette humiliation-là qu'on a faite à M. Afo Acha, et si on nous dit qu'après la privatisation, c'est ce résultat-là qu'on va nous offrir aujourd'hui, je dis, mais on est où là? Et quand c'est comme ça, c'est qu'on n'a pas de vision. Et tant qu'on n'a pas de vision, comment est-ce qu'on devrait se surprendre que les gens là nous foutent le bordel avec Timoni, dont la gestion est confiée à une société privée qui appartiendrait, selon nos informations, même au même système, avec les consommables dont la gestion serait confiée également
à une société qui appartiendrait à des hommes du système. Donc finalement, oui, ce n'est pas le bien-être des Togolais qui leur importe, ce n'est pas la bonne qualité ou une meilleure qualité de la télécommunication qui importe à ceux qui nous gouvernent, parce que, figurez-vous, au Bénin, au Ghana, la communication, ça ne coûte absolument rien. Ça ne coûte absolument rien. Mais la communication au Togo, ça coûte excessivement cher. La communication GSM, ça coûte cher. La communication Internet, ça coûte excessivement cher. Donc, tant que c'est comme ça, je dis, on a des problèmes. Et pour régler ce problème-là, il est important, et ça j'exhorte sincèrement nos dirigeants, nos autorités, à comprendre qu'en réalité, ils ne dirigent pas des animaux, ce sont les hommes qu'ils dirigent. Et si tant est qu'ils dirigent les hommes, le bien-être de ces hommes-là doit être ce qui doit guider leurs actions. Et tant qu'ils ne comprendront pas cela, je crois que le Togo va continuer de naviguer à vue. Et tant que le Togo va continuer de naviguer à vue, ces petites frustrations qui sont nées parfois à partir des choses des choses insignifiantes vont finir par constituer en quelque sorte ces flots de mer qui peuvent, au moment où on s'y attend le moins, emporter tout sur son passage. Et ça, je ne leur souhaite pas. Merci beaucoup, Ambroise. Oui, et Luc, dans cette situation-là, c'est le citoyen lambda qui souffre. Hein. Et quand on promène les regards, même les associations de défense de consommateurs là, deviennent amorphes. Oui, ils sont inaudibles parce que voilà, les conditions sont telles qu'eux-mêmes, ils n'ont pas le souffle pour parler. Non seulement ils n'ont pas le souffle pour parler, ils n'ont même pas de cadre d'expression de leurs convictions. Parce que on leur interdit de marcher, on leur interdit de s'exprimer d'une certaine manière, etc. Sinon, si vous attaquez, on vous dit, outrage à l'officiel, et puis donc la case prison vous attend. C'est ça qui est dommage, parce que comme on le dit, la gouvernance ne doit viser que l'épanouissement du peuple. Ça, c'est un principe sacro-saint qui relève à la fois du bon sens et de l'intelligence, qui sont des facultés qui, en principe, nous démarquent encore une fois, comme je l'ai dit, des autres espèces de la nature. Voyez-vous? Donc, si vous gouvernez et qu'on constate que vous marchez à reculons, parce que quand vous regardez un peu la situation sociale aujourd'hui au Togo, est-ce qu'on peut dire qu'elle est mieux que celle qu'on avait au Togo en 2005, au moment où le nouveau président de la République est là? Même sur le plan des valeurs humaines, sur le plan de la promotion de nos valeurs identitaires, sur le plan de la cohésion sociale, sur le plan même de l'économie elle-même. C'est vrai, on nous a dit qu'on a mis les fondamentaux, qu'on a construit une économie, parce qu'avant, on gérait ça de façon artisanale, etc. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est le résultat du terrain. Est-ce que le Togolais vit mieux aujourd'hui qu'il ne vivait qu'il y a 5 ans ou 10 ans? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que je crois que l'erreur aussi que nos dirigeants commettent souvent, c'est de s'attacher à des principes guindés qui sont importés. Et on va vous dire, oui, la Banque mondiale vous a dit que vous avez une croissance économique et que les réformes ont donné tel résultat. Vous vous en gargarisez, vous êtes content, alors qu'au même moment, tous ces préceptes-là dont vous vous vantez n'ont aucun sens auprès du paysan de Djarnaga. Parce que sa situation a été dégradée. Il ne trouve pas les moyens d'écouler sa production. Il n'y a pas de route pour qu'il puisse transporter son maïs qui pourrit au champ, etc. Dans ces conditions-là, ces chiffres-là vous flattent, mais ils n'ont aucun résultat sur la vie du citoyen, qui est la destination finale de votre gouvernance. Est-ce que vous voyez? Donc, le premier baromètre qui peut permettre d'évaluer l'efficacité d'une gouvernance, c'est le niveau d'épanouissement du peuple. Ouais. Sa capacité à s'affirmer, sa capacité à contribuer à la création de la richesse nationale. Si ce n'est pas le cas, toutes les autres théories sont des théories qui ne relèvent que de l'esprit. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours été révolté lorsqu'on me dit que mon gouvernement fait un séminaire qui est piloté par des gens, des blancs. Dominique Strauss-Kahn, il faut appeler son nom. Donc, tout le monde sait que des institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, n'ont jamais œuvré pour l'épanouissement ou le développement des peuples d'Afrique.
Pourquoi on a sauté Kadhafi? Les experts le disent. Quand il a acté la création du Fonds monétaire africain et de la Banque africaine de développement, machin, et son projet de création satellitaire. de l'Union, c'est fini. On a dit, si on laisse ces gens-là, ils vont s'épanouir. Donc les institutions là, de Bretton Woods n'ont pas pour mission de nous épanouir. Voilà pourquoi, pour que quelqu'un comme Thomas Sankara puisse commencer à provoquer le déclic des changements de son pays, il s'est affranchi de tout ça. Les aides, les prêts économiques, etc. Le Ghana, je crois, a emprunté cela. Vous voyez, le Ghana fait partie des pays émergents et son économie fait partie des économies les plus dynamiques aujourd'hui. Oui. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on est dans une dynamique d'affranchissement vis-à-vis des décideurs du monde et que dans le contexte même de gestion de notre souveraineté, on les inclut au cœur. Mais je dis que c'est une infantilisation de nos propres ministres qui ont été à l'école du blanc et qui, normalement, ont les qualifications requises pour pouvoir justement mener une politique dont la finalité serait d'épanouir le peuple. Donc, cette façon de penser que le meilleur doit pouvoir venir du blanc nous égare littéralement. Et donc, je pense que c'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Normalement, la gouvernance, que ce soit d'une famille, d'une entreprise ou d'un État, doit pouvoir relever du simple bon sens. Qu'est-ce qu'on veut pour le peuple? Qu'est-ce que le peuple veut? Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat? Tout le monde sait que quand vous mettez un enfant au monde, votre aspiration, c'est pour qu'il puisse s'épanouir et même faire des œuvres qui dépassent celles que vous avez à produire. Mais si vous ne travaillez pas pour que vos enfants puissent produire de l'argent à l'interne, pour qu'il y ait des géants économiques, qu'il y ait des géants dans chaque secteur, qui puissent représenter l'État, qui puissent porter l'étoffe de l'État un peu partout. Mais aujourd'hui, quand on parle du football, au moins dans le monde, on dit par exemple Adebayor, tout le monde connaît. Mais pourquoi dans le monde économique, au Togo, on ne peut pas dire, ah oui, qu'il y a une société comme ça? Dans le monde des BTP, aujourd'hui, il y a Bokongo, le groupe Ebomaf, qui rayonne en Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi? Parce qu'au départ, l'équipe a été soutenue par Blaise Compaoré et donc on l'a poussé à germer. Et puis il a fleuri, et par son savoir-faire et son expertise, il est en train de se répandre. Donc la politique, on ne peut pas se dire que l'argent est la cause du mal. Et que quand les citoyens togolais commencent à avoir de l'argent, ils vont s'affranchir du joug de celui qui dirige et qu'ils peuvent s'épanouir pour financer peut-être, je ne sais pas quoi, et qui va menacer le pouvoir. Non, si vous voulez développer le pays, vous êtes obligé de procéder de cette manière-là et faire en sorte que vos enfants émergent. Tout simplement. Et je pense que ça, là, comme je l'ai dit, c'est une question de bon sens. On n'a pas besoin de faire une agrégation en économie pour le savoir. En fait. Bien sûr. Voilà. Merci, messieurs. Nous allons observer la dernière pause et puis nous revenons après.